Le débit cardiaque. J'ai essayé de l'expliquer dans une vidéo courte sur Instagram, mais en 4 minutes, on peut pas développer grand chose sur le débit cardiaque. Donc forcément, c'était pas très compréhensible pour tout le monde. Alors, je fais une vidéo plus longue, mais plus complète pour expliquer ce sujet qui est extrêmement complexe. Donc ne prends pas peur en voyant le titre de cette vidéo, je te le promets que tu la quitteras en ayant tout compris sur les tenants et aboutissants du débit cardiaque. Désolé pour les personnes du grand public qui me suivent, cette vidéo s'adresse pour le coup plutôt aux étudiants et aux professionnels de santé. Après, libre à vous de la regarder si le sujet vous intéresse. Si vous avez des petites notions sur le système cardiovasculaire, vous avez moyen de absolument tout comprendre dans cette vidéo parce que je vais reprendre un petit peu la base et m'appuyer sur d'autres vidéos que j'ai déjà fait. Allez, let's go, installe-toi tranquillement, abonne-toi si c'est pas déjà fait, le petit pouce bleu pour le référencement tu connais, et on se retrouve juste après l'intro. Bon alors déjà, avant de s'intéresser aux facteurs l'influençant, le débit cardiaque, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit tout simplement de la quantité de sang que vont éjecter chacun des ventricules en une minute. Et plus particulièrement à la quantité de sang que va expulser le ventricule gauche dans l'aorte. Le débit cardiaque est donc égal au produit de la quantité de sang éjecté à chaque battement, qu'on appelle VES, volume d'éjection systolique, par la fréquence cardiaque. En gros, le VES, donc volume d'éjection systolique, c'est la quantité que va éjecter le cœur dans l'aorte en un battement, en une systolique pour être plus précis. Et la fréquence cardiaque, comme vous le savez tous, c'est le nombre de battements par minute. Le débit cardiaque correspond donc à la multiplication du VES par le nombre de battements, donc le VES fois la fréquence cardiaque. Et le résultat va s'exprimer en litres par minute, puisqu'on va s'intéresser à la quantité de sang éjecté dans l'aorte en une minute. Bon, on sait maintenant ce qu'est réellement le débit cardiaque. Maintenant, on va voir qu'il y a des petites choses qui vont le faire varier dans un sens comme dans l'autre. La plus grosse partie de la vidéo va être consacrée aux facteurs faisant varier le VES, donc le volume d'éjection systolique. Et je toucherai un mot à la fin sur la fréquence cardiaque, mais clairement, là où il y a le plus de choses à dire, c'est sur le volume d'éjection systolique. Il va y avoir 3 grands facteurs qui vont faire varier le VES, et je vais les détailler par la suite. Il y a la précharge, la contractilité, et la post-charge. Pour se situer rapidement, il faut qu'on fasse un petit rappel de physiologie cardiaque. D'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur le lien entre l'activité électrique cardiaque et son action mécanique, je t'invite à aller voir ma Minute Curiosité qui est disponible sur Instagram. Les minutes de Jérém, voilà, n'hésitez pas si le sujet vous intéresse. Pour expulser le sang, ce fameux volume d'éjection systolique VES, le cœur va dans un premier temps se gorger, se remplir de sang. C'est ce qu'on appelle la diastole. Le myocarde se relâche complètement, les oreillettes vont se remplir dans un premier temps, puis ce sera au tour des ventricules. Je rentrerai absolument pas dans le détail de la systole et de la diastole dans cette vidéo, vous allez voir qu'on a assez de chat à fouetter avec les facteurs faisant varier le débit cardiaque. Une fois la diastole terminée, le cœur va se contracter et expulser le sang dans les artères pulmonaires pour le ventricule droit et dans l'aorte pour le ventricule gauche. C'est ce qu'on appelle la systole au moment où éjecter le volume d'éjection systolique. C'est bon, maintenant vous l'avez. Alors maintenant qu'on a resitué un petit peu le contexte, parlons dans un premier temps de la précharge qui est le premier facteur faisant varier le volume d'éjection systolique. Je commence volontairement par la précharge parce que vous allez voir que c'est un peu le plus gros morceau de cette vidéo. La précharge est définie par le degré d'étirement des fibres myocardiques à la fin de la diastole. Et point très important, selon la loi de Starling, plus le volume présent dans les ventricules à la fin de la diastole sera important et plus l'étirement des fibres sera maximal et donc plus le débit cardiaque sera important, dans la limite d'un certain degré d'étirement des fibres. Ça, c'est une notion extrêmement importante à retenir et qui va vous permettre de comprendre la suite. Plus la précharge est importante, plus le volume de sang présent à la fin de la diastole sera important, donc plus les fibres myocardiques seront étirées, et plus le débit cardiaque sera élevé. Tout en sachant qu'on ne peut pas augmenter la précharge à l'infini pour augmenter le débit cardiaque. Vous allez comprendre. Vous l'aurez compris, la précharge concerne tout ce qui tourne autour du remplissage du cœur et plus globalement tout ce qui est en amont du cœur, tout ce qui va permettre un remplissage optimal. Mais la précharge en elle-même est constituée de plusieurs sous-facteurs, au nombre de 3. Le retour veineux, c'est-à-dire la quantité de sang arrivant au niveau de l'oreillette droite, la fonction diastolique du cœur, donc une bonne compliance qui va permettre un bon remplissage des ventricules, et la qualité de la contraction auriculaire, la contraction des oreillettes représentant 25% du remplissage
des ventricules. Donc, une mauvaise contraction des oreillettes et on est déjà amputé de 25% de la capacité diastolique, pour schématiser. Et le retour veineux, qui est un des 3 facteurs influençant la précharge qui influence le volume d'éjection systolique. Je refais le schéma pour être sûr que je vous ai pas perdu. Donc ce retour veineux est dépendant de la volémie, des pressions intrathoraciques et intra-abdominales, des résistances et de l'élastance du réseau veineux et du tonus veineux. Une diminution de la volémie, en cas par exemple de choc hypovolémique ou de choc hémorragique, va entraîner une diminution du retour veineux, donc une diminution de la précharge, donc une diminution du débit cardiaque. Et les pressions intrathoraciques et intra-abdominales vont gêner le retour veineux par compression par exemple de la veine cave inférieure, notamment lors de la chirurgie par cœlioscopie, on va créer une hypertension intra-abdominale pour parler d'un exemple du bloc opératoire. Et la qualité du réseau veineux va bien évidemment rentrer dans la balance, je pense que ça va vous paraître logique, puisque c'est le réseau veineux qui va amener le sang jusqu'au cœur. Bon, petite pause, va falloir qu'on fasse un point sur un truc. Je savais pas trop où le placer dans cette vidéo, mais il faut que je vous explique un truc pour que vous compreniez mieux les tenants et aboutissants du débit cardiaque. Et aussi pour que vous compreniez un petit peu de vocabulaire qui est pas forcément familier pour tout le monde. Je vais introduire 2 nouvelles notions qui vont être hyper importantes. Le volume télésystolique et le volume télédiastolique. Ouais, j'étais comme ça la première fois que j'ai entendu parler de ça. C'est normal. Mais je vous explique et vous allez voir qu'en fait, c'est hyper facile. Le volume télésystolique est la quantité de sang présent dans les ventricules à la fin de la systole. Donc, la quantité de sang présente à la fin de la contraction ventriculaire au moment où le sang est expulsé dans l'aorte et dans les artères pulmonaires. Le volume télédiastolique, c'est la quantité de sang présent à la fin de la diastole. Donc, au moment où l'étirement est maximal, au moment où le volume à l'intérieur des ventricules est maximal. Vous vous rappelez, jusqu'à maintenant, je parlais du VES, du volume d'éjection systolique. Et bah, le volume d'éjection systolique est égal au volume télédiastolique moins le volume télésystolique. Je vous remets en schéma et vous allez voir que c'est tout simple à comprendre. Ça fait beaucoup d'abréviations pour un truc qui est en fait hyper simple. En gros, le volume télésystolique, c'est ce qui ne sera pas expulsé en fin de systole dans l'aorte, donc on va le déduire du volume télédiastolique, puisque ce sera un volume qui ne sera pas expulsé, donc on ne va pas le calculer dans le volume d'éjection systolique. Le volume télésystolique reste au sein du ventricule. Et la précharge, donc la notion que je vous explique depuis le début, va contribuer au remplissage des ventricules, donc va augmenter le volume télédiastolique et va donc augmenter le volume d'éjection systolique. Le volume d'éjection systolique étant égal au volume télédiastolique moins volume télésystolique. Donc plus le volume télédiastolique sera important et plus le VES sera important. On a fini le plus gros morceau. Pour moi, c'est vraiment la précharge qui est le plus compliqué à comprendre parce que ça fait appel à plein de sous-facteurs, et c'est là aussi où il faut introduire des nouvelles notions de volume télésystolique, etc. Maintenant qu'on a parlé de ce qu'il y a avant le cœur, parlons maintenant du cœur en lui-même avec la contractilité. La contractilité cardiaque, c'est quoi? Eh bien, il s'agit tout simplement de la vitesse de raccourcissement des fibres myocardiques au moment de la systole. Donc, de la vitesse et de la force avec laquelle les ventricules vont se contracter pour expulser le sang en dehors du cœur. C'est donc un facteur influençant énormément le débit cardiaque. La contractilité cardiaque va dépendre de plusieurs facteurs. Tout simplement l'état des fibres myocardiques. Avec l'âge, les fibres myocardiques vont se dégrader et donc moins bien se contracter avec moins de force et moins de vitesse. L'état des artères coronaires, tout simplement parce que les artères coronaires aussi vont pouvoir se dégrader et donc apporter moins d'oxygène au cœur et donc lui fournir moins d'énergie. Et aussi l'environnement des fibres myocardiques pour qu'elles puissent bien s'étirer et que rien ne gêne leur étirement. La contractilité cardiaque va également dépendre de l'activité du système sympathique ayant un effet direct inotrope et dromotrope positif sur les fibres myocardiques. Revenons avec nos volumes télésystolique et télédiastolique. Lorsque la contractilité cardiaque augmente, le volume télésystolique va diminuer. Donc, le volume d'éjection systolique va augmenter. Est-ce que vous avez compris pourquoi? Comme je l'ai dit plus tôt, le volume télésystolique, c'est la quantité de sang qui va stagner à la fin de la contraction, la quantité de sang qui ne sera pas éjectée dans l'aorte. Du gâchis un petit peu, puisqu'il ne va pas du tout participer au volume d'éjection systolique. Et donc, plus le volume télésystolique sera important, et plus il y aura cette quantité de sang résiduelle à la fin de la contraction, et plus il y aura des pertes de sang à chaque battement, et donc plus le débit cardiaque sera faible. Une bonne contractilité, donc une capacité du cœur à bien vider ses ventricules en se contractant vite et fort, va permettre de diminuer ce volume télésystolique et donc d'augmenter son volume d'éjection
systolique par diminution du gâchis, par stagnation dans le ventricule. On a vu le facteur en amont du cœur, on a vu le facteur cardiaque en lui-même, il nous reste à nous intéresser à l'après-cœur, qu'on appelle la post-charge. La post-charge est déterminée par la taille et le volume des ventricules, la compliance de l'aorte, une aorte non compliante ou calcifiée va venir freiner l'éjection, donc forcément diminuer le débit cardiaque, et les résistances vasculaires systémique. Bref, en gros, c'est l'ensemble des facteurs qui vont venir diminuer l'éjection dans l'aorte, qui vont venir freiner comme un contre-courant par rapport au volume d'éjection systolique. Je pense qu'à ce stade-là, vous l'avez compris, mais une augmentation de la post-charge va entraîner une augmentation du volume télésystolique, parce que la pression inverse va faire que moins de sang va s'expulser à chaque contraction, donc plus de sang va stagner au sein des ventricules, contribuant à l'augmentation du volume télésystolique, et contribuant également, du coup, à une diminution du débit cardiaque. Mais dans des conditions physiologiques, le cœur compensera cette post-charge, cette augmentation de la pression en aval du cœur, par une augmentation de son travail mécanique pour compenser ces pressions, et du coup les post-charges n'influenceront pas le débit cardiaque. Voilà, on a terminé en ce qui concerne le volume d'éjection systolique. Un mot très rapide sur la fréquence cardiaque, parce que je vous rappelle encore une fois que le volume d'éjection systolique va être le produit de la fréquence cardiaque pour qu'on obtienne le débit cardiaque en litres par minute. Donc, l'augmentation de la fréquence cardiaque va forcément augmenter le débit cardiaque par multiplication du nombre de volumes d'éjection systolique. Je pense que vous avez fait le lien direct, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Et la fréquence cardiaque va être influencée par le système sympathique et par tout ce qui est barorécepteur, etc. Mais ça, je rentrerai pas dans le détail parce que je voulais vraiment me focus sur le débit cardiaque et sinon cette vidéo va durer 2 heures. Une petite chose qui est intéressante parce que je parle de l'augmentation de la fréquence cardiaque, mais si jamais cette fréquence cardiaque, elle augmente trop, si jamais par exemple lors des gros chocs, etc., on pourrait se dire, oh, un cœur à 130, et bah c'est bien, il va bien compenser, bien injecter. Sauf qu'en fait, quand on va augmenter trop la fréquence cardiaque, et ben on va perdre en qualité de contractilité, de diastole et de systole, tout simplement parce que le cœur n'aura pas le temps de se remplir. Si les battements sont trop rapprochés, le cœur n'aura pas le temps de se remplir correctement. Donc là, pour le coup, on aura un volume télédiastolique qui sera dégueulasse, et on aura aussi un volume télésystolique qui sera important, parce que le cœur n'aura pas le temps de se contracter complètement, et donc de vider ses chambres. C'est aussi pour ça que on laisse pas un bébé, même si c'est un bébé de, on va dire 3 semaines, on va pas le laisser à 220 cœurs en tachycardie supraventriculaire, parce qu'au bout d'un moment, il va se casser la gueule sur le plan hémodynamique, parce qu'on aura une mauvaise perfusion due à un mauvais débit cardiaque. Voilà. Écoutez, j'espère que j'aurai réussi à être le plus clair possible là-dessus. C'est une notion qui a été longtemps pour moi compliquée et que j'ai eu du mal à adopter de mon côté. Et là, encore une fois, comme à chaque fois que je fais des vidéos sur des sujets aussi complexes, j'espère pouvoir être sorti du cadre du cours magistral et avoir pu vous expliquer ça dans les grandes lignes. J'ai pas pu rentrer dans les détails comme on pourrait le faire avec un cours de 2 heures par exemple, mais j'espère au moins avoir pu capter votre attention un peu plus longtemps que dans certains cours. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire, à la partager pour que d'autres puissent éventuellement mieux comprendre le débit cardiaque. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!